prend India Omari Force, il est ici comme analyste stratégique. Cadre du PPRD, lui n'est pas allé à l'Union sacrée malheureusement. Il est resté avec Joseph Kabila Kabange. Il en connaît beaucoup aussi de la sécurité, de la stratégie. Il en connaît beaucoup de ces domaines-là de recherche. Il va nous donner son expérience, tant scientifique que personnelle, parce que il a quand même vécu avec Mouzé. Il en connaît quelque chose. India Omari Force, bonjour et bienvenue. C'est comme ça qu'on vous appelle, India Omari Force. Vous étiez le premier à tweeter, je vais rappeler ici, c'est un tweet qui a été beaucoup lu, c'est un conseiller du président qui me l'a montré. C'était un tweet qui a été accepté et tu as même rappelé que tu étais parmi le premier à avoir révélé qu'il y aurait eu des dispositions qui étaient prises pour que l'Ouganda vienne faire recours à l'État congolais. Les gens vous ont pris pour un va-t-en-guerre comme pour un parloir, mais maintenant ici nous sommes à la réalité. Il faut que la République demande des excuses à votre tweet, India Omari. Je voulais ici rappeler au même moment que lorsque nous parlons de l'État, lorsque nous parlons des choses qui concernent notre pays, nous avons intérêt de temps en temps d'accorder crédit à l'opinion, à ceux qui disent des choses qui peuvent révéler. J'ai comme impression ici que quand quelqu'un parle, on prend toujours dans un sens d'opposition. Il y a l'ingaba président, il y a l'ingui président, il y a la haine. Non, monsieur. Maintenant ici, ce qui a été dénoncé hier, que les troupes ougandaises viendront ici, elles sont venues. Je ne vois pas en quoi ça serait une haine, alors que c'était une simple information accordée. Ne vous en faites pas, il faut qu'on arrange quand même la chaise, il faut qu'il soit confortable. Je ne voudrais pas que ça soit une affaire qui n'a pas bien parlé, India Omari Force. Alors, nous allons avec lui discuter de cette affaire de la sécurité de nos minéraux aussi. C'est très important. India Omari Force. La dernière fois que vous avez rencontré Joseph Kabila date de quand? Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, c'est quand? Il n'y a pas longtemps, j'étais avec lui. Il va toujours bien? Il va très bien. Mais il me dit quoi quand il apprend des accords à gauche et à droite? Lui, il dit quoi? Je peux pas parler de lui ici pour des raisons stratégiques. Au fait, de respectabilité. Vous savez, nous sommes dans un domaine de noblesse. Très bien. Les sciences po, c'est une science de nobles. C'est la seule science au monde où on le trouve le et la. C'est-à-dire le au masculin, comme a toujours dit mon maître, et là comme là au féminin. Donc un homme politique doit savoir mourir avec les secrets. C'est ça un homme d'État. Savoir mourir avec les secrets. Les secrets. Kabila comme un peu ce bilo quoi bien. Il arrive. On dirait on a fait dans domaine à Kabila. Mourir avec les secrets. C'est intéressant. Allez-y. Eh ben, il arrive des fois où on doit avoir des réserves. Tout n'est pas permis à dire sur le plateau, sur ton plateau ici. Et India, il est dans la vie politique depuis 1997. Très jeune, brillant à l'université, brillant aussi à l'université à l'époque, quand nous étions encore à l'opposition. Recruté comme ça dans la foulée avec par Birundwa, mon maître. Et puis plus tard, je me suis retrouvé comme jeune dans les mains de Mzee Laurent Désiré Kabila, parmi, vous savez, notre frère qui est aujourd'hui enseignant, Carlos. Quand je le regarde, je dis, nous avions formé. Et les gens n'ont jamais compris pourquoi on parle de Kadogo. Kadogo, c'est que Mouzé avait mis toute son énergie en voulant mettre en place une nouvelle dynamique pour changer l'optique. C'est-à-dire mettre son énergie dans la jeunesse. Parce que quand vous regardez même la constitution de notre armée à l'époque, l'armée de libération, il faut faire très attention. En relations internationales, il y a une différence, même en stratégie, entre l'armée de libération et la rébellion. Et la mutinerie. Je n'ai pas suffisamment le temps ici pour
décortiquer les concepts, mais je voulais juste vous dire ceci, que non, une armée menée par la population, elle peut faire appel aux alliés, aux pays. C'est une armée menée par la population. Elle peut faire appel aux alliés, donc aux pays qui ont des difficultés, pour mener cette pratiquement libération. Nous avions à cette époque, avec les accords, vous appelez les accords, nous appelons les protocoles d'accord d'Elémera, signé le 18 octobre 1996, qui regroupait les 4 partis politiques en alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. C'est-à-dire, on appelait AFDLC, on a escamoté à un certain moment, DC, on appelait AFDL. Donc, qui avait 3 objectifs. Le premier objectif, c'était délibérer, c'est-à-dire chasser Mobutu et démanteler les systèmes. Parce que, vous savez, vous pouvez chasser un homme, mais les systèmes peuvent demeurer. Et la seconde étape, c'était de démocratiser les pays et instaurer un état de droit. C'est comme ça que vous avez vu, nous, quand nous étions à Sun City, dès que vous lisez la Constitution, vous allez retrouver que la République démocratique du Congo est un état de droit. Donc, nous l'avons inscrit dans la Constitution. C'était déjà un souhait de cette époque-là. Par rapport aux objectifs. Et parce même quand on avançait, on organisait les élections. La personne qui est en face de toi ici, il est porteur, il est même parmi les rédacteurs de la mémorandum 1 et 2 de l'armée. Ce sont des choses que nous n'avons jamais dit. Mais je crois que mes grands frères comme aînés, les généraux Etumba, les Mboussa Nyamwisi, tout ce monde qui était dans la panoplie, ont compris la logique de nos textes. On a beaucoup averti. Aujourd'hui, j'ai quand même peur de mon pays. Dans la situation où on se Peur retrouve. de votre pays. Oui. Je suis l'un qui a été déployé au Burundi, qui a été déployé au Mali, à Gao, qui a été déployé en République centrafricaine. Dans beaucoup de pays, moi j'ai vécu des guerres et je connais l'expérience. Et parfois, nous avons plusieurs faces. Parfois on rit, on est en politique, on gage. Mais, chers frères, vous m'avez appelé dans cette émission, c'est pour éclairer notre lanterne. Très bien. Nous devons avoir les mêmes entendements de la guerre qui se passe à l'Est. Il faut voir la complication que nous avons aujourd'hui avec les gouvernements actuels, avec les régimes actuels, c'est qu'il y a un problème de compréhension sur la guerre à l'Est. Un problème de compréhension. Je vais me dégager comme analyste stratégique au niveau de l'OTAN. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je suis avec mon cadet qui est en train de faire ces recherches, qui sont venus après nous en Belgique. Ils sont dans des grandes recherches et nous les faisons. Pourquoi? Parce que le système qu'on nous a appris par les Belges et les Américains, les choses, c'est de créer des sources. C'est-à-dire, un manipulateur doit avoir la possibilité de créer des sources pour recevoir au fait, des données et des informations. Attends. C'est-à-dire les informations et recouper. Parce qu'on doit les manger. C'est les clients qui mangent les informations, qu'on appelle renseignements. C'est comme ça que dans les domaines de défense ou domaines de sécurité, on appelle des renseignements, on appelle pratiquement, au fait, que vous appelez les hypothèses plausibles. Il faut aller vers les hypothèses plausibles. L'entendement de la guerre... Il y a un téléphone qui vibre, ça crée des interférences, il faut le sortir. La guerre à l'Est, nous avons dans la typologie. Je suis très content que Josephat a parlé de la dynamique pratiquement des groupes armés. Ou en quelque sorte la dynamique sécuritaire. Nous avons 3 sortes dans la typologie de la guerre à l'Est. Nous avons 3 sortes de guerres. La première guerre, c'est la guerre interétatique. Et la deuxième guerre que nous sommes en train de vivre, c'est la guerre intra-étatique. Et la troisième guerre, c'est la guerre que nous sommes en train de vivre, la guerre asymétrique.
que vous appelez abysmal terrorisme. La chance que j'ai eue dans ma vie, c'est de piloter les aires protégées. Donc, l'Institut congolais pour la conservation de la nature. J'ai connu beaucoup de choses. Et j'ai été parmi l'initiateur de pouvoir ramener l'armée dans l'ICCN, que vous avez l'unité de protection des aires protégées. C'est en quelque sorte mon œuvre. C'est-à-dire que non, après beaucoup de réflexions, j'ai pu voir que non, les éléments de l'ICCN, de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, pourraient aider l'État congolais dans les renseignements. Parce que parmi les éléments de manœuvre, ils sont là-dedans. Ils doivent figurer. Et je suis allé convaincre le chef d'état-major général à l'époque, le général Etumba, pour qu'on insère l'ICCN là-dedans. Pourquoi? Parce que parmi les branches de sécurité de l'État. Oui, parce que les parcs font frontière avec les États. Et il était possible que les gardes des parcs, comme nous appelons les rangers, se communiquaient, et il y avait une manière même de rendre cette interaction à ce qu'on appelle la transfrontalière. Avec le temps, j'ai pu, avec le Rwanda, nous avons pu mettre en place la transfrontalière pour juger le tourisme et nos économies, comment le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Qu'est-ce qui se passe ici? L'ADF, c'est depuis 1995 que l'ADF a été créée. Lorsqu'il y avait des problèmes en Ouganda, un groupe de gens migre vers la République démocratique du Congo et il occupe les terrains. Aujourd'hui, nous avons un problème parce que problème de localisation. Problème de localisation. C'est-à-dire? On nous apprend, au moment où je suis en train de vous parler, on nous apprend que les parcs hébergent 16 groupes armés. Plus les parcs, d'abord 16 groupes armés, nous avons les Français, 16 d'abord groupes armés, nous avons les Français, nous avons les Belges. Belges, c'est avec des Mérode, donc nous avons les États-Unis qui viennent, vous avez vu, une section militaire des États-Unis qui est venue dans les parcs, qui continue à évoluer. Je ne sais pas quelle est la mission réelle de cette force-là. C'est une section. Aux États-Unis, une section comporte 13 militaires, puis l'air des chefs, ça fait 14. Ici, chez nous, une unité de recours. Ici, chez nous, au Congo, nous voulons une armée organique. C'est 11 plus un chef, ça fait 12. La section, déjà, on nous apprend que les autres Américains entrent par le Rwanda et l'Ouganda. Bah, c'est encore, nous sommes dans les suppositions, les analyses de connexion. Les analyses de connexion. Ils sont situés où, les ADF? Parce que ça a commencé dans les années 1995. Les ADF étaient à 500. Confinés à 500. Et quand on évolue vers 1998, les ADF étaient à 1500. Un groupe de 1500. Joseph Kabila a fait un grand travail de réduire. Nous sommes arrivés en 2005, nous étions à 500. Donc, je vous épargne les contours de cette situation. Tu sais, aujourd'hui, je ne vais pas trop aborder sur la question. On parle de moins en moins du FDLR aujourd'hui. Que ce soit notre gouvernement, que ce soit le gouvernement du Rwanda. Et il y a un passage vite, revirement à 190 degrés, qui fait à ce qu'on accorde de plus l'importance de l'ADF que le FDLR. Oui, parce que la mission, pratiquement, les fonds de commerce du Rwanda a atteint son objectif. Je crois, son objectif. Et on ne parle plus. La mission, rappelez-vous quand nous avions essayé d'accorder au Rwanda. C'est une erreur que nous avons faite. Concluez. Et puis, nous avons corrigé plus tard cette erreur. On a senti que non, le Rwanda n'avait pas cet objectif. Il avait un objectif de minerais, de venir exploiter. Exploiter nos minéraux. Pourquoi? Parce que la guerre que je viens de vous dire ici, les trois, dans la typologie des guerres, les trois, c'est toujours
à l'initial, c'est-à-dire qu'on doit venir, parce que le Rwanda aujourd'hui à la géopolitique conçoit la menace et la pression sur base de venir exploiter nos minéraux. C'est une guerre exogène. Je viens de vous dire guerre interétatique, guerre intraétatique et l'antisémitisme. Tout ça, pourquoi? Parce qu'on veut contrôler la partie est qu'on appelle Rift Alberton central. Je ne vous emmène pas, je risque de vous troubler dans India Omari. Ces plateaux ici. Merci beaucoup. Cet accord-là, il est déjà important. Excusez, c'est plus. Mais je voulais vous relancer une petite question. Oui. Maintenant, au regard de ce que vous avez fait, vous dites, vous avez fourni les efforts pour que l'ICCN soit doté d'un outil de sécurité rattaché au service de sécurité de la RDC reconnu. C'est un grand travail que vous avez fait. Aujourd'hui, il y a plus de 16 groupes étrangers. Mais quand vous regardez dans tout ça, vous vous dites la négligence est intervenue à quel niveau, India Omari? C'est au départ de Kabila ou à l'avènement de Tshisekedi? D'abord, tu sais, hein, pour gagner une guerre, il faut réunir des conditions. C'est-à-dire, il faut avoir un moyen humain efficace, des gens capables. C'est ce qu'on appelle même la capacité de dissuader, la capacité défensive de notre armée, qui doivent avoir le nombre numérique élevé parce que ça fait partie des puissances. Tu te rappelles encore quand nous sommes arrivés avec le président Kabila jusqu'à la 7e armée en Afrique. Aujourd'hui, nous sommes 40e. On parle de 13e, on parle de 12e, 14e. Avec Taton. Oui, en fait, vas-y, India Omari. Donc, je vais vous relancer. Non, attendez. Je vais vous relancer. Il faut des moyens logistiques. Il faut les renseignements, donc les éléments de manœuvre qui doivent entrer. Les renseignements est important. Aujourd'hui, si on n'arrive pas à gagner cette guerre, c'est parce qu'il y a un problème de renseignement. On ne connaît pas, on ne dit pas la vérité. Les informations sont en fait censurées à des niveaux. On ne veut pas dire la question exacte de ce qui se passe à l'Est. Les gens vont là-bas pour s'enrichir. Nous sommes dans l'exemple, vous pouvez, je ne viens pas de l'Est, vous connaissez, il vient prochainement de la Belgique. La question que je vous posais, il y a aussi l'argent. L'argent. Dans les jargons militaires, on dit mbongo muke, renseignement muke. C'est-à-dire mbongo muke, renseignement muke. Renseignement muke. C'est ça. Merci. Regarde. Non, je vais revenir à vous. C'est très important que vous puissiez mettre la pause. Attendez. Parce que ça va entrer dans la deuxième dimension de votre analyse. Pour risque de changer mon optique, attendez. La localisation de ces ADF. Vous avez la partie Kiavinyonge, la partie Mayangos, la partie Canada. Les territoires, que moi j'appelle territoire Médine. Je suis la seule autorité qui est partie là à Médine. Il y a 7 barrières pour atteindre la Médine. Voir la reine. Je ne veux pas... ceux qui connaissent la Médine dans la partie Béni, moi je suis là. Il y a toute cette partie à Ringeti, là où j'ai connu... j'ai failli perdre ma peau avant les colonel, en fait, le général Mamadou, quand je partais dans les surveillances à Epoulou. Donc, c'est toute cette partie que cette armée est localisée. Et cette partie fait frontière avec l'Ouganda. Nous, on a su déjà que, rappelez-vous, pour des révélations, l'Ouganda, que nous appelons ruse de l'Ouganda, après avoir été sanctionné, on pensait, comme nos amis ont dit tout à l'heure ici, c'est important, on voulait sanctionner l'imposer pour qu'il paye les 10 milliards. Il signe les accords bidons, que moi j'appelle bidons. Qui ça? L'Ouganda, pour venir construire une route qui pourrait partir de Boulay. Les accords avec qui? Écoutez, vous connaissez tout ce que là... Non, il faut éclairer. Quand vous dites que les informations... Attendez, quand vous dites que les informations sont filtrées à un niveau, vous avez le devoir de donner les informations. Laissez-moi. On est allé
à la frontière, les autorités sont allées à la frontière pour... c'est quoi? Comment on dit ça? C'est pas première pierre, tout ça. Vous vous rappelez? La première pierre. La première pierre pour la construction. Quand le Rwanda, automatiquement, quand le Rwanda a appris, le Rwanda a fait la rivalité. Le Rwanda avait fait des signaux forts pour dire que non, cette route ne va pas aller parce que le Rwanda aujourd'hui avec l'Ouganda ont des problèmes. Il y a un conflit de rivalité. Un conflit. Pas seulement. L'Ouganda, c'est le seul pays en Afrique centrale qui construit les armes, c'est-à-dire qui fabrique les armes. Les AK-47 et les autres armes. C'est le premier pays. Et le Rwanda a toujours eu peur de l'Ouganda. Et nous ne construisons pas? Non, on n'a pas encore la possibilité. C'est une industrie qui n'est pas encore permis, même au niveau de il faut des licences au niveau international, des autorisations. Il faut beaucoup de choses. Oui. Mais la question que je vais vous poser, India Mouari, attendez. Maintenant, il faut me remettre la parole parce qu'il faut donner la parole aux autres, c'est très important. Mais je vous relance quand même à une question. La guerre à l'Est a commencé avec Kabila? Non. Kabila l'a hérité, c'est ce que je voulais dire. Exactement. Et Kabila a fait ce qu'il fallait faire. Vous parlez de quelle guerre que vous êtes... il faut situer. Non, quand je parle de la guerre... La guerre à l'Est n'a jamais été... Vous pouvez parler maintenant, vous allez parler peut-être des bataillons, des unités... Donc, situé dans certains travail... C'est-à-dire que Kabila a quand même hérité les ADF. Vous parlez de quel Kabila? Kabila Joseph. Non. Mobutu... Non, je dis Kabila, quand il est venu, les ADF existaient. Oui. Oui, mais c'est ce que je dis. Il y a les ADF, lui parle de nous. Mais il y a les Nalou en 1985. C'est-à-dire que quand Kabila est venu, les Congolais mouraient à l'Est. Toi, tu avais cette connaissance. Tu avais le pouvoir. Tu avais fait quoi pour mettre fin à la guerre de l'Est en RDC? Tu sais, je vais te dire ici, heureusement, nous sommes en train de nous... Il y a ADF Nalou. Prenez n'importe quel ADF que vous avez trouvé, que vous avez dit. Laissez-moi. Il y a ADF d'abord, c'est en 1995. Les Nalou, c'est en 1985. Ils ont fait aujourd'hui, ils sont en coalition. En principe, si on va très loin, ADF de 95 ne peut plus être très actif, comme c'est le cas aujourd'hui. Si on va très loin. Donc, il y a une sorte nous appelons la nébuleuse. Nous appelons encore dans les termes, dans les jargons stratégiques ou des jargons de la défense, les chevals de Troie. Avec des auteurs intellectuels. So, par exemple, l'ADF qui a Ali Bouambale, qui a Issa Loubeta, qui a... je vais prendre... Il faut laisser aux autres de vous continuer l'analyse, mais c'est pour vous dire ceci que non, la situation des ADF Nalou ne commence pas avec Mouzé, ni ne commence pas avec Kabila. Ça a commencé avec Mobutu parce que Mobutu voulait mettre ses amis, c'est-à-dire Idi Amin. Je vais aller même très loin vis-à-vis de remonter la filière. Aujourd'hui, la RDC est en train de subir une implication de la communauté internationale. C'est comme ça que j'appelle la guerre à l'Est une guerre exogène. Ce n'est pas la nôtre. Merci India Omari, India Foss. Merci pour ces tableaux ici peints. Merci pour ce décor. C'est sur base de ça que nous allons partir. Mesdames, Messieurs, vous suivez. L'édition spéciale d'aujourd'hui est essentiellement consacrée à cette affaire de troupes ougandaises en RDC et leurs conséquences. Je vais prendre M. Josaphat. Nous voulons maintenant parler ici en termes de conséquences. Il est une chose est de signer des accords partenariaux avec les autres États, vous venir en aide pour des raisons de sécurité. Mais nous avons aussi, par la petite expérience de recherche dans le monde, que plusieurs recours ont été faits par les États aux autres troupes. Mais le même troupe-là ont contribué non seulement à la guerre, mais aussi ont déstabilisé les autres États. Vous demandez de l'aide, l'aide vient, mais cette aide-là se retourne contre vous. J'ai besoin de vous poser la question sur les conséquences négatives que les troupes rwandaises peuvent apporter dans notre pays, particulièrement à l'Est, sur nos minéraux, sur d'autres choses. Et que faire pour sécuriser nos minéraux? Parce qu'une chose est de nous venir en aide, une autre chose est de mettre nos minéraux à l'abri. Le minerai qui construisent le Rwanda, l'Ouganda et les pays voisins. Et je pense même les États-Unis d'Amérique, parce que le président Poutine l'a dit,
Que faire dans tout ça? Alors, merci beaucoup. Je remercie aussi tous les autres collègues avec qui on débat ces sujets. Mais si vous me donnez une minute, je voulais justement faire quelques précisions. Allez-y. La première précision, c'est la question sur les députés de l'Est qui sont les collaborateurs. Et ça, moi, j'étudie l'État vu d'en bas. Donc, vous voyez l'État ici au niveau national. Si vous étudiez l'État vu d'en bas, au niveau de la base, vous allez voir qu'il y a l'inversion de certaines pratiques. Et peut-être, vous pouvez dire que, je ne vais pas dire que l'État n'existe pas, ces faiblesses-là. Vous savez, si vous étudiez aujourd'hui ces rébellions, les groupes armés et les capitales sociales, c'est-à-dire le réseau, l'ensemble des liens qu'un groupe armé crée lorsqu'il est créé, à la fois avec les leaders locaux, à la fois avec les populations, à la fois avec les politiques, ça va au-delà. C'est pour ça que je pense, le président de l'Assemblée, Mbosso, il était parti un peu plus... Il est très parti vite, très vite, besogne. et sans, je me réserve de dire sans connaître le teneur de politique, parce que les services devraient le lui dire. Si vous étudiez le groupe armé, étudiez les capitales sociales. Voilà. Vous allez voir, mais un directeur d'école soutient aussi les groupes armés. Et alors, vous allez vous en prendre à tous les gens de l'Est, parce qu'il y a des espaces dans l'Est aujourd'hui où l'État n'exerce pas sa souveraineté. Voilà. Donc, attendez, c'est très important. Je vous laisse avancer, c'est toujours bien que je vous mette un peu d'eau dans le moulin. Je prends un exemple. Si les groupes armés proposent à quelqu'un $1 million pour opérer dans son secteur et que l'État propose $100, vous pensez qu'il peut être tenté d'aller où? Et vous pensez que ça peut être ça la base de l'élargissement de cette insécurité à l'Est, parce que tout le monde paraît être impliqué, non seulement pour des raisons d'argent, mais aussi pour des raisons d'intérêt qu'il peut avoir avec les troupes, avec les groupes armés. Non, mais je pense qu'on ne devrait pas partir de cette hypothèse. Très bien. L'hypothèse la plus plausible. Et les faits. Prenons l'exemple, vous connaissez les Turaneo, le fort d'autodéfense locale qui est créé par la communauté Banyamulenge pour résister contre le voisin. Moi, je ne connais pas ça. Oui, je vous donne l'exemple. Ils ont quel salaire? Ils ont quel salaire? Localisé à Mina. Ils n'ont pas de salaire. Mais c'est un groupe de jeunes. Ils n'ont pas de salaire. Non, mais c'est un groupe de jeunes qui se créent pour, c'est ça ce que j'appelais les pratiques de sécurisation. Lorsque l'armée est là, mais il y a une sorte de légitimation. Les communautés délégitiment l'armée, ne veulent pas de cette armée et leurs enfants vont sécuriser le vol des vaches, etc. Ça, c'est un. Il y a d'autres forces d'autodéfense locales qui sont sur les lieux et qui viennent avec le discours de protection des communautés. J'ai parlé ici, juste à l'entrée, des Raya Motombo qui ont été créés comme ça. L'État n'est pas là. L'État, il est là. C'est-à-dire, les chefs coutumiers, les chefs des villages, ils sont là. Mais l'appareil répressif, la police, l'armée, ils ne sont pas là. Et il y a des menaces qui viennent contre la population. On va se mobiliser on va prendre les armes pour sécuriser la communauté. Ces groupes ont une certaine légitimité. Ils sont acceptés par les communautés. Et parfois, ils ne sont pas payés et il y a des arrangements. C'est là qu'on rentre dans la politique de financement de certains groupes armés locaux et congolais. Parfois, c'est des arrangements avec les coutumiers. Nous, on va mettre une barrière le jour du marché, nous allons percevoir. Parfois, on va taxer l'huile de palme. Dans une zone, si on produit, vous devez faire ceci. Parfois, c'est la politique du jeton. Vous connaissez la politique du jeton? Non, moi je connais. Alors, pour le groupe armé du Sud Loubero, par exemple, les FPP-AP des Kabido, c'est que moi, j'en ai payé, j'ai mon jeton ici. Quand j'allais à Miriki, chaque moto va payer 1000 francs. Vous savez combien de motos rentrent dans les zones qu'ils contrôlent et où l'armée et les FARDC ne sont pas là. Mais l'efficacité de l'appareil... Attendez, M. Jefté. L'efficacité de l'appareil de l'État. Parce que vous avez évoqué un élément très important. Vous dites notre compréhension peut être résumée au niveau de la politique nationale ici, mais il y a aussi une politique au niveau de l'intérieur du pays où vous apprendrez, il y a même des territoires où vous allez dans un village... Le plus proche, il n'y a pas de policiers, il n'y a pas une armée, il n'y a pas quoi que ce soit. C'est une évidence. C'est la population. Et puis, je pose la question. Est-ce que vous pensez que si vous allez, parce que nous faisons toujours recours aux autres États que nous appelons les États de vieille démocratie, aux États-Unis, en France, même le pays voisin, même au Rwanda, vous pensez par expérience qu'il existe aussi des recoins de ces États-là dont le pouvoir public n'est pas imposé? Oui, il y a parfois... Ou c'est le nous? Quand je parle de la souveraineté, il y a une certaine criminalité urbaine dans certains endroits aussi. La police, ils sont débordés dans le pays du Nord. En Belgique, je ne dis pas qu'il n'exerce pas, l'État n'exerce pas sa souveraineté. Même dans le Foro où personne n'existe, quand on prend une décision, un arrêté, une ordonnance, elle doit s'appliquer là-bas. Par contre,
quand vous regardez la logique de l'État postcolonial, c'est-à-dire l'État congolais qui est venu après la colonisation, et l'État moderne aujourd'hui, les logiques de fonctionnement, ils sont vraiment un peu excentrés. Et je pense, nous qui étudions à la fois les questions de sécurité ou l'État moderne, c'est des éléments sur lesquels nous ramenons dans les débats internationaux pour dire, voilà, l'État postcolonial que vous vantez, ou l'État moderne, qui est en Europe, regardez comment il a été aussi importé ici en Afrique. Regardez les logiques de fonctionnement au niveau local. Ça veut dire que dans le contexte où la police, l'armée n'est pas là, si les communautés se rentrent dedans, qui assure la sécurité. Très bien. Parfois, la police est là, parfois l'armée est là, parfois ils ne sont pas là. Et les communautés... Conséquences sur le alors ça, c'est une des choses que je voulais vraiment faire des précisions sur ces questions-là. Et les types de guerres qu'il y a dans l'Est du Congo, effectivement, que India a soulevé certaines les guerres interétatiques. Et alors, on doit tracer ça dans une trajectoire. Très bien. De 98 à 2003, de 2003 à 2006, et de 2006 jusqu'à aujourd'hui. Il faut partir de cette trajectoire-là pour comprendre à quel moment il y a eu des guerres internes au Rwanda, internationalisées au Congo, et qui créent encore des dynamiques à l'intérieur de notre pays. Et maintenant, à notre pays... Qui déstabilisent même les la pays. région. Et dans notre pays, il y a des guerres, des conflits armés internes qui sont aussi internationalisés. Je parle d'un exemple toujours dans le haut plateau de Minembwe. Il y a déjà la présence, d'ailleurs, c'est rentré, au-delà des ADF Nalu qu'on appelle aujourd'hui MTN, parce qu'ils se sont radicalisés, devenus un groupe terroriste. Il y a les FDLR, India en a parlé, surtout le FOCA, la branche radicale qui a vu leur président tué, avec le concours aussi de Rwandais, Moda Chumura. Il y a le FDLR, les CNRD, qui est une fragmentation. Il y a aussi les Red Tabara, c'est en fait une rébellion burundaise qui est au Congo. Vous voyez, et on parle des FNL, mais FNL, pour le Sud qui vouent beaucoup plus les Red Tabara, qui sont intéressés avec les groupes armés congolais et les groupes armés burundais. Vous voyez. Maintenant, ce qu'on voit, les guerres civiles, et si vous, je sais que India utilise Statis Kalivas. Vous êtes trop recours, il y a une complicité ici. Non, je ne parle pas de complicité parce que donc, vous savez, Statis Kalivas, il a écrit un livre super intéressant, The Logic of Civil War. Et ce qu'on voit dans l'Est du Congo, c'est les logiques des guerres civiles. Les guerres civiles, c'est très différent. Une guerre civile, c'est en fait une guerre qui met aux prises, par exemple, aujourd'hui, les guerres civiles modernes ou contemporaines que je t'ai dit, c'est une guerre qui met aux prises une armée classique avec des populations qui prennent les armes aussi. C'est le cas, par exemple, des Maïmaï et l'armée qui se battent. C'est le cas, par exemple, des groupes armés. Raïa Mutomboki aussi. Raïa Mutomboki, des Kifuafua, les FPPAP. Les Nyatura, vous connaissez les Nyatura? Oui, bien sûr. Les groupes armés des rwandophones sur le Congolais. Et donc, ces types, et alors les groupes armés entre eux, les guerres, les conflits armés entre les groupes armés, ça aussi c'est des guerres civiles. Josaphat Moussamba, c'est très important, ce que vous dites, c'est toujours important. Je suis dans l'obligation de vous relancer. Quand je parle des conséquences devraient être... Attendez, je vous relance. Les conséquences sont ici contextualisées à des degrés différents. Oui. Le premier degré de conséquence, c'est vis-à-vis de l'État qui est le signateur de cet accord qui permet aux troupes ougandaises d'opérer ou de venir en secours de la RDC. Le premier degré de conséquence. Le deuxième degré de conséquence, c'est la population congolaise dans son ensemble. Pour des raisons sociologiques, que nous apprenions que les Ougandais ont fait tuer ou ont tué encore nos frères à l'Est, comme nous tous nous les déplorons tous les jours. Le dernier degré, c'est le degré de la population immédiate. Ceux qui vivent à l'Est de la RDC, qui vivent avec ces troupes-là. Comment ça va se passer avec les troupes étrangères? Déjà, il n'y a pas d'amour parce qu'un militaire congolais avec une population congolaise, il y a quand même cette sympathie sociologique-là. Mais avec un Ougandais, je ne vois pas déjà l'amour direct avec un Congolais, devant un intérêt. On s'est dit, ça va se passer comment? Je vais vous poser déjà la question sur les fonctionnalités de ces troupes-là vis-à-vis du gouverneur militaire. C'est des questions que vous devez répondre parce que c'est très important. Il faut qu'on accorde la parole à quelqu'un d'autre. J'y viens. Alors, il y a d'abord, je voudrais voir, parce que je commence par là, l'accord. Vous savez, lorsque même la Constitution, j'ai vu la Constitution là-bas, et dit, lorsqu'il y a, par exemple, le pays est menacé, si on peut faire recours à d'autres armées étrangères, et alors, il y a toute une procédure. Soit le président va négocier un accord, ça c'est sur le plan diplomatique. Il ratifie aussi. Et il y a des types, j'ai fait les relations internationales à la base, il y a des types d'accords.
l'accord en forme simplifiée et cet accord en forme classique, c'est-à-dire ce qui suit la ratification. C'est-à-dire la ratification, c'est... À travers une loi. Non, c'est le document qui est l'Assemblée congolaise. Non, la ratification, c'est la loi. Oui, mais c'est l'Assemblée congolaise qui doit étudier cet accord-là qui a été négocié par les plénipotentiaires et elle étudie. Et alors, elle doit écrire aussi que nous acceptons, ça sort sous forme de loi. Alors, il y a l'autre forme d'accord qu'on appelle en diplomatie les accords en forme simplifiée, les AFM. Et c'est surtout les pays anglo-saxons qui utilisent ces formes d'accords-là. Où le chef de l'État lui-même peut lever les options unilatérales. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que les plénipotentiaires, les représentants, ils vont négocier l'accord. Ils discutent, ils écrivent. Ils vont authentifier. Ça, c'est une deuxième phase, la discussion, l'authentification. Et on va partir à la phase des paraphes. Ça, je sais ce qu'on fait dans la centrale, ils savent, mais... la conclusion. Alors, à partir de ce moment-là, pour un accord à forme simplifiée, le président n'a pas besoin d'aller parler au Parlement. Et alors, il peut faire rentrer directement l'accord en action. Non, attendez, excusez-moi. Attendez, la Constitution, il est clair, attendez. Quelle Constitution, dans quelle... Quand vous parlez, attendez. Ne Constitution, pas ce que vous voyez hier. Non, attendez. Constitution, vous allez dire hier, attendez, maître Carlos. Constitutionnellement, il y a 3 degrés de responsabilité pour un État de signer un accord. Attendez, monsieur. Interrogez notre Constitution. Constitutionnellement, il est dit ceci. Il y a des accords qui relèvent du gouvernement sur base d'une discussion au sein du Conseil des ministres. Le gouvernement peut lever les options pour un accord dans certaines matières, donner le pouvoir au président de signer un accord. Il y a certaines matières, par exemple la sécurité, par exemple la jonction de territoire, par exemple les questions forestières, les questions d'ordre sécuritaire, le chef de l'État n'a pas le pouvoir de signer un accord, doit soumettre la question au Parlement pour amendement, approbation, examen, pour qu'une loi soit promulguée par lui. Je vais lui redonner la parole, c'était important de compléter, pour que l'accord, cette fois-là, soit signé par le président, mais avec la bénédiction du Parlement pour certaines matières précises. Je crois que je vais prendre la disposition, je vais l'évoquer ici. Oui. Mais dans l'entretemps, vous pouvez continuer avec votre temps je vais finaliser. Je pense que tous les autres collègues ici, quand vous parliez, moi je parlais pas. Donc, laissez-moi non, il n'y a pas de problème, c'est un débat. Ne vous en faites pas. Argumentaire. Ne vous faites pas trop. Oui, allez-y. Donc, je disais que c'est les pratiques diplomatiques. Qu'on dise les textes. Moi, je ne veux pas être trop juridiciste. Je suis socio-anthropologue, je respecte les référentiels juridiques. Et vous donnez les esprits. Je respecte les référentiels juridiques, mais je prends ça comme référentiel et analyser, comme Arlette a dit, la dynamique politique. Ne restez pas trop figés sur les textes parce que la réalité, les faits, contredit. Très bien. Vous voyez? Allez-y. Et j'ai beaucoup d'exemples, je peux vous soulever. Les textes disent que les gens qui ont commis des forfaits, qui ont commis des crimes, ne doivent pas se retrouver dans l'armée. Et vous avez des militaires ici qui sont cités dans les rapports du groupe d'experts Nations Unies. Mais est-ce qu'ils ne travaillent pas? Est-ce qu'ils ne travaillent pas? Oui. J'ai vu un militaire ici qui a créé une insurrection et il est parti en Ouganda. Je ne vais pas citer son nom, mais il est rentré, on a fait un cours ici et on l'a innocenté. Il est rentré dans l'armée. N'est-ce pas? Est-ce que le texte dit ça? Donc, étudions les choses telles que nous le regardons dans l'ère dynamique. Et donc, je disais, les pratiques diplomatiques, il y a les accords en forme simplifiée. Alors, lorsqu'on va inviter, ça, ce n'est pas la cession du territoire, ça, on invite une armée étrangère à venir traquer un autre. Et vous voyez? Et moi, je vois ça, si vous étudiez la diplomatie, allez lire ce qu'ont écrit les droits diplomatiques, donc, vous allez voir les accords en forme simplifiée. Ils existent dans la pratique diplomatique. Très bien. Et donc, moi, j'ai assisté le professeur Philippe Bioya à Bukavu. J'ai assisté le professeur Bioya, je ne crois pas que... donc. Alors, ce qu'ils ont fait, s'ils ne sont pas passés à l'Assemblée nationale pour le ratifier, c'est-à-dire, ils ont élagué cette partie de la ratification. Ils sont arrivés à la partie des paraphes et l'accord entre en exécution. Ça, c'est l'accord en forme simplifiée. Maintenant, le problème, pour analyser ta question, le problème, c'est que les troupes ougandaises vont rentrer dans l'espace congolais. Ce que j'ai dit au début, est-ce qu'ils vont travailler ensemble avec les FARDC pour pousser, en fait, les ADF, les MTN qu'on appelle terroristes, on va les pousser vers les limites de la Rwenzori, cette forêt qui a les limites avec l'Ouganda, ou alors l'Ouganda va actionner de l'autre côté, et l'armée congolaise de notre côté, pour les presser, le mettre en étau, et les affaiblir de sorte que certains se rendent. Parce que vous le vouliez ou non, ces rebelles-là, ils ont le mode opératoire. Au-delà du mode opératoire, comme je parlais des guérillas, ils sont toujours avec leurs dépendants.
Si vous avez vu des gens qu'on arrête... La disposition, elle est avec moi. Ouais. C'est toujours important parce que la beauté de l'édition... Je vais vous donner la parole, monsieur India. Attendez. Nous sommes à l'article 214. 13. 14. Commencez par 13. Le président de la République Attendez. Et ratifie les traités. J'en arrive. Je voulais prendre cette disposition qui nous importe ici. Le traité de paix, le traité de commerce, le traité et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient des dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l'état de personne, ceux qui comportent échanges et adjonctions de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Nulle cession, ni l'échange, ni l'adjonction de territoire n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie de référendum. Donc on est en train de dire ici qu'il y a des matières, par exemple, de sécurité ici, que le chef de l'État devrait faire recours au Parlement à travers une loi pour lui donner les pouvoirs. C'est ce que j'ai entendu. On ne parle pas de l'invitation de l'armée, une armée étrangère. Ce que j'essaie. Non, c'est un accord. Oui, ce que j'essaie. Oui. Lorsque le Rwanda est entré au Congo, avec les opérations Kimia 1, Kimia 2, dans l'est du Congo, l'armée rwandaise, vous savez, chez eux, et aussi on a demandé au ministre de la Défense du Rwanda d'aller expliquer à la représentation nationale. Concluez. Pourquoi? Alors, comment est-ce que je vais conclure? Les conséquences de cette entrée là-bas, l'entrée des troupes rwandaises ou ougandaises, c'est à 3 niveaux. Le premier, c'est, vous voyez qu'il y a un passé des guerres dans l'est du Congo. Et vous avez parlé de Kisangani, la guerre de Kisangani, et le rôle de l'armée ougandaise et même certains officiers dans les trafics des minerais, tout ça. Pour l'instant, ça sera la perception des populations congolaises vis-à-vis de cette armée-là. Si et seulement si elle va être acceptée ou légitimée ou délégitimée. Et à ce moment-là, dans les types de guerres comme ça, la collaboration de la population est assez importante. Merci. Parce que sur le plan des renseignements. Merci Le deuxième, beaucoup. c'est que si l'Ouganda... 30 secondes. Oui, j'ai fini. Si l'Ouganda et le Rwanda ne parviennent pas dans leur relation à s'entendre, parce que récemment, vous avez vu la petite incursion du M23, certains ont dit ils étaient de l'autre côté, les autres ont dit ils étaient de l'autre côté. Vous voyez? Et troisièmement, ici, c'est à partir du moment où s'il y a encore accroissement de massacres et que l'armée ougandaise est là, ça va poser des problèmes. Aussi, les populations de l'Est, surtout du Nord Kivu, la partie où ils vont acter, il y en a qui revendiquent au président Tshisekedi de rompre son état de siège. Merci et beaucoup. Si ça ne joue pas, moi je pense que ça va avoir des implications politiques sur le président. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, vous suivez l'édition spéciale. La beauté de l'édition spéciale, c'est la science. Depuis Tobandaga, non. Ici, c'est un niveau très élevé de réflexion. Il n'est pas question. Attendez, je vais vous donner 30 secondes, monsieur India. Il n'est pas question ici de venir centrer dedans comme un plateau de petits-enfants. Non. Ce sont des débats qu'il faut laisser dans la rue. Ici, vous sentez que le niveau de réflexion. Je salue la présence de Fumutoto Basanga. Bonjour et bienvenue. Avec un grand retard. Vous êtes un modèle pour beaucoup de choses, mais pour une fois, vous avez quand même abusé parce qu'on a publié, vous avez vu la bande défilante, M. Fumutoto sera là. Il n'est pas venu jusqu'à la deuxième prise de parole. Bienvenue à cette édition spéciale exclusivement scientifique. Merci beaucoup. Je m'excuse pour le retard, mais aussi pour des raisons indépendantes de ma volonté. Mais j'ai tenu à participer à cette émission. Très bien. Je vais vous donner maintenant la question. Je vais vous poser la question. Mais c'est India, vous avez je vous donne juste 30 secondes s'il y a une chose, parce qu'il faut donner la parole à celui qui vient d'arriver. Je suis un peu... C'est dans la pratique. Je crois que non, mais c'est Josephat a pleinement raison. Okay. Je ne suis pas là pour condamner. Je suis là pour éclairer la lanterne. Il y a, dans la pratique diplomatique, c'est un cours qu'on donne aux relations internationales. Il y a les accords sous forme des accords classiques et des accords simplifiés, comme il a dit. Donc, je ne condamne pas, comme internationaliste des formations, je ne condamne pas l'acte qui vient de se passer. D'ailleurs, l'article 214,
13. 13. Donnez-moi, je vais La lire. C'est toujours Constitution important. dit Ici, on lit les articles. Les présidents de et la on va République. vous opposer. Attendez, je vais lire. Sinon, Attendez, les présidents, attendez. Je lis pour vous. J'ai la Constitution dans la tête. il n'y a pas de problème. J'ai lu et vous, Les vous allez présidents expliquer. de la République négocient et ratifient les traités et accords internationaux. Donc, en fait, en relations internationales, il y a trois phases. Non, Dans je la- vous avais donné 30 secondes. Gardez ça, ça doit être votre matière. Ne l'épuisez pas. C'est très important. Je suis en train de... 30 Il n'y a secondes pas de problème. pour Vous finir. savez, quand je fais ça, je reviens à vous. Laisse- Effectivement, pour cette question de Tu veux lire, attendez. Non, tu risques de nous anticiper. Ça, c'est le deuxième sujet. Tu vas épuiser la matière. C'est pas Non, important. ce n'est pas les derniers. Excusez-moi un peu que j'ai martelé. Ici, j'ai dit que après les conséquences. Mais tu es en train de lire, non? Non, non, je ne lis pas. Je lis pas. Je vous garde l'exclusivité. Pourquoi tu m'as arrêté? Non, je voulais juste dire Allez-y, ceci. je vous donne 30 secondes. Il y a 3 phases. La première phase, c'est la négociation. La négociation est de l'attribution du président de la République. Très C'est bien. lui qui donne Ça, le c'est plein sûr. pouvoir. Il peut donner à n'importe qui, même à son domestique. S'il a un passeport rouge, s'il traite ces domestiques-là comme un personnel diplomatique, il peut c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la diplomatie hors, au fait, en dehors de la classification. La diplomatie ad hoc. On appelle ça, c'est-à-dire le plein pouvoir qu'on donne à quelqu'un. Il y a 3 phases. Négocier, conclure et ratifier. Le président joue le 2. Il conclut et il négocie et il ratifie. Le gouvernement conclut les accords. C'est ce qu'il est en train de parler des paraphes. C'est-à-dire, d'abord il négocie, le président négocie lui-même, il donne la conclusion au gouvernement et lui-même ratifie. La ratification se passe d'abord au travers les 2 chambres. Merci. Merci. Mais professeur. la C'est ratification est de l'affaire très important. du président de la République Merci lui-même qui négocie et qui ratifie les Merci accords. beaucoup, et les Monsieur traités. India. Ici, nous étions en train de discuter sur des matières qui relèvent du pouvoir du président pour ratifier et de matières qui devraient être préalablement soumises au Parlement. Ils sont évoqués à l'article 214 pour dire ces matières-là, avant que le président n'arrive à signer l'accord, il faut que ça soit passé au Parlement. Mais ici, on se pose la question parce que c'est une question des accords sur des questions de sécurité. C'est la pratique diplomatique. Est-ce que le président devrait passer par le Parlement ou devrait les signer seul par rapport à ce que prévoit l'article 214? On n'a pas dit que ce qu'il dit est faux, mais on dit que pour certaines matières, le président doit se référer préalablement au Parlement et même par référendum. Pour certaines matières, pour d'autres, le président, à travers le Conseil des ministres, peut avoir le pouvoir du gouvernement, signer un accord. Non, il faut Ouais. tu sais, il faut lever les pouvoirs. Attendez, je lis encore l'article 213, je suis 215, attendez. opposant du régime, Non, il n'y a pas de problème. mais Monsieur India. ici nous sommes dans la science. Bon, attendez, on va lire. Mais quelle science? Mais il faut dire que lorsqu'on parle de Maître, c'est vous qui questions avez la de parole. Je vous donne la parole. Je lis pour... Le traité accords internationaux régulièrement conclus ça c'est au-dessus, l'article 213. Commencez d'abord par 213 et puis 213. Le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Ça c'est un. Le gouvernement... Attendez. allez-y, deuxième alinéa. C'est terminé. Je suis en train de lire, non? Laissez-moi dire. Le gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à la ratification. C'est une exception. C'est-à-dire que le gouvernement, lui, il ne traite que des matières qui ne relèvent pas du Parlement. C'est ce que ça veut dire. Ça s'appelle la conclusion. Non, mais c'est ce que j'ai dit pour des matières qui ne relèvent C'est maintenant les cas spécifiques qui de nous celles parlent. qui devraient Exact. évoquer. Donc, le gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à la ratification après délibération au Conseil des ministres et il en informe l'Assemblée nationale et le Sénat. Ça, c'est une attribution du gouvernement qui donne le président de la République le pouvoir de signer un accord pour certaines matières. Mais d'autres matières qui relèvent du domaine du Parlement ne doivent être traitées que par le Parlement, par exemple, des questions évoquées à l'article 214. Or, la sécurité relève du domaine des collaborations entre le président de la République et le gouvernement.
S'il vous plaît. Je vais donner. La constitution Merci, actuelle. merci monsieur Dans India. le temps ancien, Mettez d'abord la pause. Les domaines privés du président de la République. C'est très Pour le moment, important. c'est domaine de collaboration. Ok. Et tu peux même revenir sur la. Il n'y a pas de problème. Gardez d'abord. Non, mettez d'abord une petite virgule, s'il vous plaît. Les gouvernements définissent la politique. C'est mieux que nous allions. En concertation avec. C'est mieux que nous allions mollo, de manière à ce que nous puissions clarifier les choses. Tous on est tombés d'accord et c'est important de donner la matière aux autres débatteurs politiques qui vont faire le bruit le soir. Vous êtes en train de donner tout un enseignement. C'est très important, mais que ça soit donné méthodiquement. Je vais d'abord prendre Maître Carlos Mopili. D'abord ici, les conséquences des accords. Parce que les troupes ougandaises, le fait d'entrer ici en RDC pour nous venir en aide, sont le résultat d'un accord politique que le président a conclu avec les États. Mais on se pose la question sur le plan des conséquences maintenant. Conséquences en matière de sécurisation des non-minéraux, conséquences en matière de la population qui vit dans cette partie du pays, conséquences pour nos populations qui vivent en RDC. Est-ce qu'on n'apprendra pas que les troupes ougandaises se sont transformées maintenant en une rébellion pour nous attaquer comme on en a l'habitude? Vous avez suffisamment de matières et des éléments qu'il faut partager avec ceux qui nous suivent. Ok. Je suis d'accord avec mes deux frères analystes dans leur chapitre, ok? Ils ont fait les relations internationales. Ok, mais nous, moi étant que juriste spécialiste internationaliste en droit international public, souvent on a parfois on a un lit conjugal et parfois... Parce que vous êtes strict, le droit international est strict. Évidemment. Parce que nous on est idéalistes, eux c'est ce qui... devrait être. Nous, c'est ce qui devrait être et ce qui s'est fait. Donc, nous décrivons et nous expliquons. Laissez-les avancer. On a un prisme. Donc, il n'y a pas de problème. On va revenir à vous, monsieur India Omari. Lorsque vous lisez une loi, constitution, convention, tout ça, moi je suis formé dans le système LMD. Lui, il le sait. Dans mon master D, mon travail, c'est de faire d'analyser, de faire la chirurgie des textes légaux, des accords internationaux. Et là, qu'est-ce qu'on aborde? On aborde la question des formes, des fonds et de l'esprit. L'esprit du constituant congolais. Vous allez le trouver à l'exposé des motifs de notre constitution. Et c'est là où on retrace que sera un chef de l'État, président de la République dans notre pays. On vous dit au niveau de l'exposé des motifs, nous voulons faire un président de la République moins puissant parce qu'on évite la dérive dictatoriale du maréchal Mobutu. C'est comme ça qu'on a construit notre constitution. Et malheureusement, Joseph Kabila, le pauvre à l'époque, n'avait pas la majorité à ce parlement de Kamitat ou de 1+4. D'où vous verrez que cette constitution qui était du plagiat de la constitution française, le président de la République française a plus de 8 pouvoirs propres, ce qu'on appelle pouvoir discrétionnel. Mais ici, on a laissé au pouvoir, au chef de l'État, on lui a ôté tous les pouvoirs et ne lui laissé que 4 pouvoirs propres. Et les autres pouvoirs, qui sont les pouvoirs propres ou discrétionnels en France, ici, on a fait de ça des pouvoirs de collaboration ou ce qu'on appelle la compétence liée. Alors, ça, quand on lit la Constitution, immédiatement, moi, j'ai fait appel au droit constitutionnel, mais en même temps au droit administratif. Ça, nos amis qui ont fait les relations internationales, souvent, ok, ils n'abordent pas des questions comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'est dit? D'abord, on dit l'exécutif est dualiste. La constitution française, on a fait, celui qui a fait la constitution de la 5e République, vous le connaissez très bien, c'était le dictateur général Charles de Gaulle. Louis de la Seconda, qui a parlé du principe de séparation du pouvoir. Non, Charles de Gaulle, le dictateur, lui, avec la constitution de la 4e République, il n'avait pas de pouvoir, parce que c'était comme la monarchie, c'était comme la suite de la monarchie constitutionnelle. C'est comme ça qu'il va dire à son constitutionnaliste, son ami, Louis Debré, de lui faire une constitution où il aura plus de pouvoir. C'est comme ça que dans la constitution française de la 5e République, vous trouverez même les conseils constitutionnels qui va limiter la dictature de l'Assemblée nationale, du Parlement. Mais ici, chez nous,
on a le constituant dans son esprit, il voulait limiter le pouvoir, la dictature du président de la République. Tu comprends? On a deux esprits différents. Très bien. L'esprit de la Constitution française, c'est pour limiter le pouvoir du Parlement avec l'Assemblée nationale, pour qui se disait que c'est le législateur qui est le peuple et qui est au-dessus du peuple à part lui. Mais ici, c'est pour limiter les dérives dictatoriales du président de la République. Et c'est dans ce sens-là qu'on a verrouillé que le président de la République, les autres même qui disaient dans les couloirs avec les accords... N'avait pas le pouvoir absolu. Il était en matière d'accords des accords internationaux. Lorsque vous lisez la Convention de Vienne sur les droits des traités, on vous définit qu'est-ce qu'on appelle un traité. Les traités, ce n'est pas un mot français, c'est un gros mot en droit international public. Et là, on vous dit, c'est un accord international conclu par écrit entre le sujet du droit international et régi par le droit international, pas par la pratique diplomatique. C'est ça le traité. Très bien. Un accord international. Et ce qui était signé entre le président de la RDC et le président ougandais, c'est un accord international, oui ou non? Donc c'est un traité. Et ça doit être régi pas par la pratique diplomatique, mais par le droit international. Donc, nous sommes dans le droit international et c'est nous qui devons donner les tempos pour la compréhension de ces choses. Allez-y. Alors, on rentre maintenant dans ça. Mais j'allais dire les conséquences. Nous parlons de l'Ouganda, mes chers amis. J'aime bien l'Ouganda. J'ai une histoire avec l'Ouganda. J'étais moi-même en Ouganda. Mais aujourd'hui, nous parlons, il y a encore plus de 18 pêcheurs congolais qui ont été enlevés, les pauvres pêcheurs. Et ils sont emprisonnés en Ouganda. On leur demande de payer combien? Je crois 30 000 $, c'est 5 000 $ comme ça. Les pauvres pêcheurs ougandais et congolais. Vous comprenez déjà la situation? La population locale, parce que vous me demandez quelle est la psychologie, ok? De cette population qui vit. Oui, la population elle sera hospitalière ou tout consomme. Deuxième chose. Pour ta gouverne, j'ai appris hier que ces pêcheurs ont été libérés. Ah, les pêcheurs ont été libérés. Ok, c'est très bien d'abord. Deuxième chose. Ici, je voulais aussi, dans le cadre pédagogique, dire aux Congolais que il ne faut pas qu'on faire voir aux gens que le Rwanda est plus fort. Parce que non, c'est le Congo qui est faible. Parce que le petit Burundi résiste au Rwanda. Si le Rwanda est très fort, Kourouziza ne serait plus président et même son successeur. C'est le Congo qui est faible. Et parce que nous avons été infiltrés. Une faiblesse liée à quoi? Due à quoi? C'est toute une émission. Invite-moi, je vais vous dire toute la vérité. J'aime toujours mourir comme mon maître Mosé Laurent Désiré Kabila et mon grand maître Lumumba. Alors, je dis ceci. L'Ouganda a occupé cette partie de l'Est de fin 98 jusqu'en 2002. Vous comprenez? Oui. L'Ouganda, pendant la guerre du RCD, l'Ouganda a occupé cette partie. Et les ADF et les Nalu étaient là. Ok? Oui. Il n'a pas été à mesure de les maîtriser. Et l'FDLR aussi. Les FDLR aussi étaient ici et les troupes rwandaises étaient là. Incapable de les maîtriser. De les maîtriser. Deuxième chose. Je voulais quand même aussi porter une correction ou bien une explication. Lorsque le président Kabila accepte l'intervention rwandaise, cette coopération, c'était pour enlever le prétexte de Kigali qui justifiait que nous étions ici pour armer les FDLR. Et vous connaissez que la diplomatie rwandaise était très forte. Comme le mettre devant un fait accompli. Voilà, merci beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, les gens aujourd'hui sont en train de dire Kabila a fait ça. Quand Kabila a fait ça, ça devient la constitution. Concluez. Autre chose, vous avez posé la question. Les conséquences au niveau de l'État du point de vue du droit international. D'abord, les conséquences sur parce que je vous complète, maître, je vous ne sois pas négativiste. Posez d'abord la question sur des conséquences positives. Et ça va résoudre un problème. Attendez. Quand je parle des conséquences, je parle des conséquences sur le plan sociologique, c'est-à-dire l'impact de ces troupes-là sur terrain. Mais quand je parle des conséquences positives ou négatives, c'est sur le plan du droit international. Parce que vous savez que nous et l'Ouganda, nous avons de bases juridiques internationales communes.
où nous avions ratifié Évidemment. beaucoup de traités, beaucoup Nous de avons conventions avec ensemble. la CRG, Alors, on se convention. pose la question du point de vue de ces bases juridiques internationales-là. S'il arrivait que dans ces contrats que la RDC a eu avec l'Ouganda, qui est une mésattente, ça sera réglé comment au niveau du droit international public? C'est la question que je vous posais. C'est une très bonne question. Heureusement, vous êtes spécialiste. Il faut d'abord rappeler que vous êtes chroniqueur, c'est dans votre domaine. Non? Ouais. Vous avez fait, oui, le journalisme, mais votre spécialité, c'est la politique internationale. Très bien. Alors, la question est simple. C'est moi que je dois savoir. Quand Moussé Kabila arrive ici avec les troupes ougandaises et rwandaises, le fait président Etienne Tshisekedi va lui dire donnez-nous la facture de la guerre. Pendant que dans la caisse de l'État, il y avait moins de 14 milliards de dollars. C'est-à-dire le Congo avait une dette de 14 milliards de dollars. Il n'y avait rien. Parce que Joseph Kabila a laissé quand même environ 2 milliards de dollars. Mais quand Mouzé arrive, il trouve la dette de 14 milliards de dollars. On allait payer quoi? Concluez. Alors, non, laissez-moi aussi les Oui, allez-y. Dans cette conclusion que vous allez... alors, ici, vous, c'est difficile d'atterrir. les troupes ougandaises arrivent. Nous devons savoir quelle est les contreparties. C'est pourquoi la question devrait être édifiée au niveau du Parlement. Très bien. Deuxième chose, sur le plan de la justice, lorsqu'il y a des crimes comme qui pouvaient être commis par les troupes ougandaises, ok? Quelle est la juridiction compétente? Tu vois? Ce sont des questions qui devraient être réglées. Quoique nous avons une coopération judiciaire dans le pacte de la CRG. Très bien. Autre chose qui contient aussi l'inquiétude, même si on ne peut pas être intelligent, même si on parle français, mais parlons même à Lingala. Quelqu'un qui n'a pas étudié, il va vous poser la question. Mutua violaka Mwana na yo. Kono la lisane ndaku moko. Etindi ke bala ndaku moko. Parrain babenga ngoni ya mariage. Mutua viola moi sina, fiancé na. Ndo zozoaye azala parrain. Toi ya ex ata comme pasteur à Bongwale. C'est la situation que nous vivons. Merci maître Carlos. J'ai aimé la conclusion. Mais j'allais terminer pour dire une petite pause. J'allais terminer, donnez-moi une minute comme vous avez donné aux autres 25 pour secondes. dire quoi? C'est que l'état de siège, je l'ai demandé en 2013. Vous ne me verrez jamais moi porter la cravate tant que l'insécurité continue à l'Est. Ah bon? J'ai 177 cravates qui sont en conflit avec moi. Permanent. Parce que je ne les mets pas. Vous ne mettez pas de cravate? En solidarité avec mes compatriotes à l'Est. Donc nous ne sommes pas en solidarité, mais la costume... Non, c'est moi-même qui ai décidé ça. Je ne vous demande pas de me suivre. Mais la question c'est quoi? L'état de siège. Madame Odjala nous dit sommes à ici, trois à avoir porté la des cravates. planification a fait défaut. Mais dans l'armée, on vous dit ceci. Il y a des choses qu'on apprend, hein, des stratégies, on apprend, même les civils enseignent. Il y a un professeur civil, il enseigne les civils. Mais dans l'armée, nous qui avons fait l'armée, on vous dit la première erreur et la dernière lorsqu'on est soldat. Lorsqu'on est soldat, si on commet une erreur, on ne la commettra plus, on ne la commettra plus à la seconde fois. Très bien. Parce que si tu commets une erreur, tu meurs. Merci beaucoup. D'où on doit être Merci. planificateur pour éviter Merci des beaucoup, erreurs. maître Carlos. Non, Et pour terminer, provisoirement, non, je vous retire provisoirement la parole. Merci C'est beaucoup. la 4e fois que vous terminiez. Je crois que ça va être possible quand il y a beaucoup de matière pour terminer. Je prends Philippe Tobassanga, bonjour. Toujours calme avec lui-même. Mais quand vous faites ça, c'est-à-dire quoi? Ça, c'est le travail. Ça, non, c'est le à temps. l'époque, Vous êtes trop traditionnaliste, trop, comment je vais appeler, trop bantou. Vous êtes vraiment dans les coutumes. Donc, moi, je suis naturel, spirituel. C'est fini. Donc, je parle avec ma main sur le cœur ou avec le cœur dans ma main. C'est la salutation antique. C'est Imhotep, le constructeur pyramide et le père de la médecine moderne. C'est lui qui nous a appris à nous saluer de cette Je manière. me rends compte, vous savez, quand je faisais ces castings, je tenais compte du profil de chacun. Je me disais que ça va pas être un plateau de gamins où on s'entre dedans. Non, ici vraiment, c'est quand on vous appelle à l'édition spéciale, soyez fiers de venir. Parce que de l'entrée à la sortie, vous restez le même et avec un niveau aussi surélevé que vous avez quand vous sentiez dans une émission un peu humiliée par... ici, c'est l'édition spéciale. Je vous pose la question, nous avions commencé par...
par cette question d'Ouganda. Nous l'avions abordé à plusieurs volets. Le premier volet que nous avions abordé, c'est le choix que la RDC a porté sur l'Ouganda, du point de vue ou de par l'histoire politique internationale que vous connaissez mieux, ou des relations politiques qui régissent l'Ouganda et la RDC. Est-ce que c'était un bon casting? Deuxièmement, sur le plan d'accord, si les conséquences il y en aura, c'est que les troupes peuvent apporter dans notre pays. La troisième question que nous avions apportée, nous avions soulevé est que l'impuissance ou la puissance publique de l'État congolais vis-à-vis du recours, parce que l'Ouganda c'est un tout petit pays, je peux accepter qu'on demande, qu'on fasse recours, si vous voulez, à un État beaucoup plus puissant sur le plan de la logistique, de l'intelligence artificielle, mais aussi de la planification sécuritaire. Mais l'Ouganda, je pense que l'Ouganda peut en principe être un État qui doit apporter un secours en RDC. Nous avions aussi apporté cette question sur les conséquences. Si les troupes se méconduisent, demain vous apprendrez que c'est une rébellion maintenant. Si les petites poches ici, on ne sait pas les dégager, comment on arrivera à dégager une si grande armée qui est dans notre pays pour la booster dehors? Cette fois-là, ça demandera le recours des États-Unis d'Amérique, chose qui n'est pas facile. Fumtoto, vous avez 5 minutes pour planter les décors. Bon, d'abord, nous étions, nous tous, Africains, avant la pénétration coloniale. L'Ouganda n'était pas un pays, le Congo un autre, et puis non plus le Rwanda. Nous étions entre nous les Bantous, comme vous avez voulu le dire. Mais lorsque la colonisation est entrée, avec la théorie de diviser pour mieux régner et aussi d'unir pour mieux régner, nous nous regardons depuis longtemps comme des ennemis. C'est l'histoire d'une époque. La question des castings. Je crois qu'il y avait des débats ici. Est-ce que la communauté internationale, c'est seulement la diplomatie, la politique étrangère, la pratique diplomatique, l'économie des intérêts, ou c'est aussi l'humanisme? Je pense qu'aujourd'hui, la portée humanitaire des relations internationales devient de plus en plus importante, d'où nous ne pouvons plus confondre, opposer la dimension normative des relations internationales, c'est-à-dire le droit international public, et la pratique diplomatique. Parce que Jeremy Bentham, qui est le premier en relations internationales à utiliser le mot international, a dit: si nous voulons une paix durable sur le plan international, il faut que nous puissions tout de suite songer au bien-être de notre ennemi, parce qu'il fait partie de notre existence. Premièrement, nous sommes sommés à vivre éternellement avec le pays limitrophe de la RDC, les autres pays de la sous-région, de la région et pourquoi pas du monde. Prenez la charte de l'Union africaine, prenez le contrat des pays des Grands Lacs et beaucoup d'autres accords. Nous sommes sommés à vivre ensemble. Est-ce que c'est un bon casting? On nous a donné là des articles, l'article 213 et l'article 214. L'article 214 a montré qu'il y a des accords que le président peut signer par le gouvernement, par le conseil des ministres, sans passer par le Parlement. Et l'article 214 a montré les matières dans lesquelles, sur lesquelles le président ne peut pas, sans passer par le Parlement. Mais l'article 214, nous pouvons le relire. Est-ce que l'accord actuel énerve l'économie de l'article 214? Très bien, il faut que je lise quand même. C'est très important. Je pense que ça n'énerve pas. Je prends article 214. On va les lire, il n'y a pas de problème. C'est ça la beauté de l'édition spéciale. 214. Voilà. On rentre encore en arrière au moment où la question est... Non, c'est important ce qu'il a soulevé. Moi, je trouve que c'est important. Il m'a posé la question du casting du départ. Non, il n'y a pas de problème. Ça s'appelle la relation dans la pratique diplomatique. Non, attendez. Des accords classiques. Attendez, on va sous forme, il y a des accords classiques. Le traité de paix. Simplifié. S'il vous plaît. Le traité de paix. De paix.
Moi, je pense... Pardon? Ce n'est pas un traité de paix, celui-là. Parce qu'un traité de Continuez, paix, attendez, c'est un attendez. traité qui vient lorsque des États ont été dans une guerre. Voilà. Non, je suis en train de citer des matières. Non? Je cite les matières. Il est une armée pour traquer un groupe armé. C'est différent des traités de Je paix. cite les matières. Mais c'est la jeunesse, c'est ce que je peux passer. Oui, je peux citer les matières. Moi, je trouve que c'est important ce que vous avez soulevé. Le traité de paix, le traité de commerce, le traité et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l'état de personne, ceux qui comportent l'échange et la jonction de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Merci. C'est important. Donc, le comportement du chef de l'État n'énerve pas cette disposition de la Constitution. Nous avons dit ça. Mais je ne dis pas que vous n'avez pas dit ça. Je réponds à la question du journaliste. Maintenant, en politique, on dit la fin justifie le moyen. Si en utilisant l'Ouganda aujourd'hui comme moyen pour avoir la paix, et que finalement nous avons cette paix, sans que nous puissions perdre d'autres intérêts de la République, nous n'allons pas le regretter. Très bien. Mais vous avez mis quand même des réserves. Mais ce pasteur qui avait violé ma femme, c'est lui qui doit encore être Les parents. Ça, la question. Mais l'Allemagne et la France, c'était déchirement de l'histoire. Mais aujourd'hui, sont devenus de grands amis. Tout est question de la diplomatie que chaque acteur politique amène et de la politique étrangère. Si hier, nous avions des problèmes avec l'Ouganda et le Rwanda, et qu'aujourd'hui, Carlos Mukili, chef de l'État, il nous amène une autre dose de relations interétatiques qu'à travers lesquelles le Congo est protégé sans nier les réparations que dans d'autres paliers, le pays qui est fautif doit réparer vis-à-vis de l'autre. Je ne pense pas que nous allons nous condamner dans l'imperfection du passé. Non. Deuxièmement, je crois que mon ami en diagonale a dit quelque chose quand il voulait nuancer qu'il ne s'agit pas de l'accord de paix parce qu'il ne s'agit pas d'un conflit entre deux États. Il s'agit des ennemis communs. C'est-à-dire, ces rebelles-là gênent tous les deux pays. Oui. Et que tout ce qu'on peut apprécier comme moyen pour les mettre en déroute, il ne s'agit pas d'un conflit entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo, spécialement si ce point sous examen. Et que je ne vois pas comment, si nous le faisons de bonne foi, nous pouvons nous empêcher de faire face à un ennemi commun. Maître Carlos avait posé, je vous relance, Maître Carlos avait soulevé une question très importante. Je crois India Omari aussi. Lorsque la Cour internationale de justice, le même fait dont ils seront appelés à sécuriser aujourd'hui, le chef de l'État congolais avait demandé que cette question soit réglée au niveau interne. Alors, nous voulons savoir, sur le plan de la politique internationale, mais aussi sur le plan du droit international public, c'est la question que je vais poser à Maître Carlos Mopili, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez-y. Alors, est-ce que cette question qui devrait être réglée sur le plan d'outils scientifiques, d'outils diplomatiques, d'outils du droit d'outils de la politique étrangère ont été réglées avec la ferme volonté du chef de l'État? Est-ce que ce n'est pas aussi un accord de paix? Il y a ceci. Oui. Si sur le plan de la justice internationale, l'Ouganda est condamné, ce n'est pas qu'au du fait qu'il y a eu des sujets rwandais rebelles qui sont venus attaquer un pays. C'est lorsqu'il est démontrable que le Rwanda comme État a utilisé des moyens non conventionnels pour porter atteinte à l'intégrité et souveraineté nationale de notre État. En ce moment-là, l'Ouganda peut avoir des sanctions sur le plan juridique. Mais lorsqu'un citoyen congolais comme moi là, je deviens rebelle et que j'attaque l'Angola, on ne va pas condamner la RDC à cause du comportement de Fumutoto qui n'est pas un officiel et qui ne le fait pas au nom de la République démocratique du Congo légalement. Ici, il s'agit des rebelles ougandais qui gênent le pays et qu'avec le Rwanda, nous voulons les traquer. Ça n'a pas de rapport avec la justice internationale sur l'Ouganda. Enfin, les conséquences. Non. Et nous devons continuer à dire ceci, que le Congo a son propre problème et que les pays limitrophes ou la communauté internationale
ne vient que comme prétexte. Si nous sommes sérieux avec nous-mêmes, les autres seront sérieux avec nous. Le Congo a un problème d'hommes, de culture et d'organisation. Et si nous nous réveillons aujourd'hui, pourquoi ne pas utiliser l'intelligence rwandaise, ougandaise, angolaise au profit du Congo? Moi, je pense que réparation, il y en aura, parce qu'il y a beaucoup de canaux pour qu'il y ait vérité et réconciliation entre nous. Mais si aujourd'hui il y a volonté diplomatique, le Grand Congo est capable de convertir les échecs d'hier en d'autres réussites. Donc, les conséquences, les Congolais attendent une chose. S'ils trouvent que ces gens vont venir encore l'embrouiller, les Congolais seront mécontents. Mais s'ils trouvent qu'au lieu de les embrouiller, ces gens vont venir repenser les plans, les Congolais seront contents. Ces éléments, s'ils entrent au Congo, aucune armée étrangère n'est pas entrée dans un autre État sans qu'elle ne soit guidée par les propriétaires de l'État. Ils ne vont pas entrer dans les brousses seuls, ils ne vont pas entrer dans les villages seuls, non. Il y aura le modèle de marche, il y aura le guide national. Et si nous sommes sérieux avec notre peuple, ils ne viendront que nous imiter dans la protection. Merci. S'il y aura des conséquences négatives, moi je pense que ce sera notre faute. Merci beaucoup Fumutoto Basanga, l'homme de la 4e voie. Ça existe? La 3e. Ah, la 4e n'est pas... Attendez. Elle ne viendra jamais. Elle ne viendra jamais. Et parce qu'il y a que le capital, le travail, et nous sommes au milieu. Merci. Quoi encore? Merci. Carlos ne va pas inventer la 4e. Tout le monde a dit, c'est le deuxième tour de parole pour terminer l'émission. Maître Alotodia, vous terminez parce qu'on va donner 1 minute à chacun pour la conclusion de l'émission. C'est toujours très important de conclure. Maître Alotodia, vous prenez d'abord votre deuxième tour de parole par rapport à tout ce que vous avez entendu en termes de conséquences de ce que c'est que ces troupes peuvent apporter au Congo. Merci beaucoup, Franck. Moi, je réfléchis surtout en termes des décisions prises par les gouvernants et leurs conséquences sur la vie des populations. Vous savez, quand une population est meurtrie, toute proposition de solution est d'abord acceptée par elle et accueillie comme telle, parce qu'il y a de l'espoir que les solutions à ces problèmes seront trouvées. Il revient maintenant à la classe des éclairés, aussi bien constituée des politiques que des forces vives de la nation, d'examiner ou d'analyser objectivement les mesures qui sont prises ou qui tendent à être prises. Lorsque on critiquait l'état de siège au moment où il était décrété, beaucoup de gens ne nous écoutaient pas. On le critiquait d'abord parce que les conditions légales n'étaient pas réunies. Je l'ai lu j'ai lu la Constitution à mon premier tour de parole. On avait dit que du point de vue stratégique, toutes les forces vives de la nation et la classe politique n'avaient pas été mises à profit pour mieux planifier cet état de siège. La conséquence serait qu'elle n'apporterait pas les solutions attendues aux problèmes des tueries à l'est du pays. Aujourd'hui, c'est là que nous sommes. Il y a plus de tueries qu'il y en avait avant l'état de siège. Il y a même l'état de siège n'a rien résolu. C'est le constat qui est fait notamment par la société civile sur place, par nos compatriotes sur place à l'est du pays. On est à la réalité telle qu'il y a plus de tueries, mais que faire? Il y a plus d'incursions, il y a même des accords avec les armées étrangères, tels que c'est le cas avec l'Ouganda. Maintenant que nous sommes à cette situation de collaboration avec l'armée ougandaise, nous sommes encore en train d'alerter sur le fait que la RDC a une histoire. Cette expérience a été tentée par le passé. Mouzé Kabila a tenté, Joseph Kabila a tenté. Pourquoi le président Félix Tshisekedi veut également tenter alors que les circonstances qui ont fait que les premières fois où ça avait été tenté, ça n'ont pas changé et on veut encore tenter, prendre les risques. Vous avez entendu qu'il vous a été dit que si on échouait, ce sera de notre faute. Donc on ne veut pas seulement tenter, mais aussi tenter à l'aveuglette. C'est là que nous disons non. C'est là que nous émettons des réserves. On vous donne un exemple. De dire que l'Allemagne et la France étaient des pires ennemis par le passé. Et aujourd'hui, ils sont amis, ils sont collaborateurs, ils sont partenaires. Mais certainement parce que les situations, les raisons qui les divisaient ont disparu. Mais est-ce que les raisons... Surtout les intérêts. Et les intérêts, justement. Est-ce que... Et puis la France s'est libérée par la guerre. Ce n'est pas par une diplomatie à C'est même pour cela qu'ils ont fini par conclure en disant qui veut la paix
prépare la guerre. C'est ça. Mais non. Est-ce que les Donc nous aussi, nous devons préparer la guerre pour vouloir la paix à l'Est. intérêts, je ne vais pas encore aller sur ces terrains. Je vais d'abord vous rappeler, partant de l'histoire, est-ce que les intérêts qui nous divisent avec les pays limitrophes ont arrêté d'exister? Très souvent, ils peuvent bien venir de bonne foi, parce que c'est ce qu'ils disent. Arriver sur place, c'est maintenant l'exploitation irrégulière des minerais. Et pour cette raison, il faut terroriser les populations civiles sur place, les faire partir pour laisser de l'espace à ceux qui veulent illicitement exploiter nos minerais. C'est ce que nous avons estimé. Je pense à juste titre qu'il faudrait que la classe politique et les forces vives de la nation soient mises à profit pour une solution définitive au problème des tueries à l'est du pays. Merci. Mais cette stratégie, utilisée par notamment le parti au pouvoir, par notamment les forces politiques qui nous gouvernent à ce jour, de toujours penser que pour résoudre le problème de l'est du pays, le chef de l'État doit se lever un matin, décider de comme il veut mettre fin au problème des tueries à l'est. Je pense que ce sera erreur, mais tellement d'erreurs que ce sont nos compatriotes. Ça va nous prêcher pour des leçons. Mais justement, il faudrait que l'on tire des leçons de tous ces actes. Et pour nous, les plus importants, maintenant, comme on veut toujours nous lancer dans la stratégie d'essayer pour échouer, l'important pour le moment, c'est que nous nous attelons à avoir une CENI qui soit responsable, une CENI qui soit neutre, qui peut amener le pays à des bonnes élections pour que la gouvernance d'après celle-ci soit celle qui apportera le plus de solutions aux problèmes. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, l'édition spéciale d'aujourd'hui. Et on va terminer avant la conclusion de chacun d'intervenants. Vous avez entendu un débat à la hauteur des personnalités, des éminents scientifiques ici invités. Vous avez senti les débats de la maturité, des sciences, sans forcément s'insulter. L'édition spéciale d'aujourd'hui est vers la fin. Nous donnons les 30 secondes, si vous voulez. On va faire une deuxième intervention, s'il vous plaît. Simplement parce que vous êtes venu en retard. Mais je vais vous donner 1 minute pour la conclusion, de grâce. C'est important quand même, mais à chacun je vais donner 30 secondes parce que vous avez suffisamment parlé. Que vous puissiez vous résumer dans votre conclusion, de manière à ce que nous puissions boucler l'émission. Pour que l'émission soit rapidement mise en ligne, il faut aller sur YouTube, CML 13 Télévision, votre émission est disponible. Demain encore, j'estime que ça sera rediffusé, de manière à ce que vous puissiez suffisamment avoir le temps d'exploiter les intelligences que vous avez. D'abord, monsieur Josaphat, je rappelle, Josaphat Moussamba, il est chercheur, il est aussi, il a suffisamment de la matière en ce qui concerne de matière sécuritaire. C'est quand même difficile de présenter quelqu'un avec précision plus que lui-même. Mais sinon, votre intelligence a été bénéfique pour cette émission. Votre conclusion? Alors, ma conclusion est simple. Ça veut dire que pour cette question, je ne voudrais pas rentrer sur ce qui a été dit ici. Mais si vous êtes encore là, on reviendra encore la semaine prochaine pour une autre édition spéciale, de manière à ce que nous puissions continuer. Alors, c'est que la politique sécuritaire tshisekidiste, donc moi, je veux le comprendre comme ça. Si vous regardez comment est-ce qu'il a fait avec les FDLR, comment est-ce que ça a négocié avec le Burundi pour traquer les groupes armés burundais aussi, et avec l'Ouganda, c'est-à-dire la politique sécuritaire tshisekidiste est aussi entre une forte militarisation. C'est ça pour le président Tshisekedi. Il faut frapper, et donc c'est cette hargne, il dit, on va les chasser directement. Et c'est une politique jusqu'au boutiste, malgré toutes les conséquences, mais pour le président, il faut y aller. Et de deux, c'est une politique il a moins de politique ou des plans sur un programme DDRRR, je précise. C'est pas le programme de démobilisation des groupes armés locaux, mais étrangers. Parce que dans le contexte des ADF, NALU ou des terroristes, c'est qu'on devait leur donner, par exemple, une ouverture pour ceux qui sont traqués et qui se rendent, et alors on va le conduire comme ça se faisait à l'époque des Kabila. Moi j'ai fait pas mal de recherches dans le Béni et Mayangos, et je voyais des combattants qui revenaient, les services vont le prendre, et les enfants combattants, il y avait des jeunes enfants, des enfants chez les ADF,
on le remet dans un programme de démobilisation. Ces œufs, on va les réinsérer. Merci. Après qu'on a pris je vais Merci finir beaucoup. pour la question des minerais. Parce que vous savez, c'est sûr, je ne voudrais pas ici qu'on quitte ces débats sans préciser. C'est sûr que dans la trajectoire où l'Ouganda occupait la partie de l'Est, il y avait des affaires, des mines, etc., des généraux ougandais qui étaient impliqués dans l'achat et des minerais, aussi aujourd'hui le café. Mais ce qui est sûr, je voudrais vous demander d'investiguer où vont les minerais du sud, Lubero ou de Butembo. C'est des minerais qui sont... Aujourd'hui, l'Ouganda est devenu le pôle attractif des commercialisations de l'or. Beaucoup viennent du sud de Lubero. Et c'est des Congolais, hein. C'est des Congolais qui exploitent et qui vont ramener frauduleusement. Merci. Donc, ça n'a rien à voir de l'Ouganda, c'est maintenant des Congolais. Non, mais c'est très important. Et pour finaliser, merci. L'état des sièges. Vous avez terminé. Dans ce contexte, je vais juste une seconde. L'état des sièges, dans ce contexte. Une seconde de terminer. Si et seulement si il n'est pas bien ordonné, risque d'être une sorte de confusion opérationnelle. Merci beaucoup, M. Josaphat Moussamba. Merci d'avoir été bénéfique pour l'édition spéciale. Maître Carlos Mopini, conclusion, 30 secondes. Merci. Je voulais dire à mon frère Fumoto que la comparaison n'est pas raison. En France, il y avait, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait le maréchal Pétain, qui lui, il négociait à genoux face à Hitler. Mais il y avait une autre France avec le général de Gaulle qui avait crié « France, lève-toi pour libérer la France ». Et cette France a libéré la France avec les concours des Africains. Et c'est cette France-là qui va signer des accords avec l'Allemagne abattie. Et vous pouvez demander à toute diplomatie du monde, l'armée fait partie de la diplomatie. D'ailleurs, l'Israël, avant de négocier, l'Israël commence d'abord à frapper. Et puis la négociation, la diplomatie vient après. En conclusion, j'ai dit ceci au président Félix. J'ai ça la volonté de sécuriser l'Est du pays. Et là, il est en train de recourir à tous les moyens. L'état de siège, fait avec les Congolais, mais il trouve que les Congolais, peut-être, ils ne lui ont pas rendu aussi la tâche facile. Non, est un Congolais. Alors, non, je dis, les FARDC qui sont là. Alors, il recourt aujourd'hui aux troupes ougandaises que mes amis sur les plateaux applaudissent. Alors, j'ai dit ceci. C'est très bon. Mais il faut savoir que face à une guerre asymétrique, ce n'est pas l'effectif qui est moins chez nous, ce n'est pas l'armement qui est moins chez nous, mais c'est les problèmes de renseignement. Merci. Nous, ce qu'on avait besoin, c'est d'équiper nos unités de renseignement et de recourir même à la géolocalisation. Très bien. Afin qu'on puisse localiser. Mais le budget de l'armée, il est de combien? Mais je termine pour dire. Mais là, la stratégie sera quoi? Notre armée a dit encercler les ADF pour les empêcher le ravitaillement en armement. Mais est-ce qu'ils achètent des armes ou leurs minerais, ils les vendent à travers où? Parce que les ADF sont en frontière entre le Congo et l'Ouganda. Deuxièmement, et après les encercler, on va les massacrer tous, on va les désarmer, et après les désarmer, ils seront les prisonniers de guerre en Ouganda, ou bien merci beaucoup, Maître Carlos. Ces craintes légitimes seront développées au cours de l'édition spéciale prochaine. Merci d'avoir été d'une très grande d'un très grand intérêt, je voulais dire, pour cette édition spéciale, M. Fumtoto Bassanga. Mais j'ai pris que ça marche pour que je commence à mettre encore la cravate. Il n'y a pas de problème. Je pense que ce n'est pas juste de dire que l'état de siège n'a pas été planifié. Un peu de modestie. C'est le ministre de s'il vous plaît, madame. Laissez-les avancer. S'il vous plaît. Quand les autres parlent, je ne réagis pas. Il n'y a pas de problème, allez-y, monsieur Bassanga. On ne peut pas dire à l'ennemi, voilà comment j'ai planifié l'attaque contre toi. Ça ne se fait pas. D'ailleurs, la victoire dans une guerre est d'abord liée à l'effet de surprise. Allez-y comprendre. Madame Arlette demande qu'il y ait consensus sur toutes les décisions de l'État, entre toutes les classes politiques et sociales. Donc la notion du dialogue qui est là dans cette tête est très dangereuse. Ça veut dire qu'on n'aura plus le pouvoir, on n'aura plus l'opposition, il n'y a plus un chef de l'État. S'il y a un problème, il faut appeler. Mais les concertations nationales, Amani 1, Amani 2, Joseph Kabila a réuni tout le monde. Il a partagé le gouvernement plus d'une fois avec tout le monde. Mais finalement, ça a donné quoi, Madame Arlette? Comment un dialogue à lui seul peut résoudre le problème de l'insécurité qui a fait
plus de 30 ans à l'est du pays. C'est comme vous voulez nous dire que non, parce qu'il y en a qui peuvent trouver la paix et qui ne sont pas encore intégrés dans le système et qui continuent à faire la guerre. Peut-être. Deuxième élément, Madame Arlette dit ceci. Avant, il y avait moins de tueries et maintenant, c'est plus. Je ne suis pas d'accord avec elle. Sauf si elle nous dit combien de personnes étaient tuées avant, 700. s'il vous plaît, et combien tuées après. Même alors, s'il vous plaît, même alors. Ceux qui nous combattent nous tuaient moins avant l'état de siège, et maintenant avec l'état de siège, ils nous tuent plus. C'est parce qu'ils veulent nous sécuriser, ou bien ils trouvent que c'est l'état de siège qui peut les chasser, où il faut frapper. Donc, vous devriez aller, Madame Arlette, de cette région pour comprendre que l'état de siège est une bonne chose, parce que s'ils continuent à nous tuer nombreux, c'est parce qu'ils pensent qu'avec l'état de guerre, ils pourraient disparaître. Mais l'état de guerre, l'état de siège, c'est une guerre. On sait quand on commence une guerre, Carlos, tu as fait la guerre, mais parfois on ne sait pas quand on la termine. Mais il y a des guerres de survie. C'est-à-dire, si nous ne faisons pas cette guerre-là, nous risquons de disparaître. Nous menons cette guerre en apprenant les conséquences et nous allons vaincre ces gens. Merci. Et la méthode, tu sais qu'elle est bonne parce qu'il est sur tout le plan. Merci. Plan militaire, plan diplomatique, plan financier, les accords que nous évoquons pour montrer qu'il a multiplié les efforts. Et aujourd'hui, nous sommes contents de mutualiser les efforts avec les Ougandais pour que finalement nous puissions gagner. Merci beaucoup, Le président a lancé les consultations ici, il a appelé tout le monde. L'union sacrée, c'est une sorte de dialogue. Si vous voulez la paix, Arlette, mais revenez à l'union sacrée. Nous vous attendons. Merci. Pourquoi vous continuez à pleurer le dialogue? Vous évoquez la question des élections de la CNS, que c'était la question liée. Merci beaucoup. C'est une digression. Monsieur Fumutoto Bassanga, il est de la troisième voie. Merci d'avoir été les nôtres dans ces débats. L'union sacrée. Madame Arlette, je vais terminer avec une information. C'est très important que je termine avec vous. Madame Arlette, conclusion. Merci. Ma conclusion est que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, doit commencer par définir sa politique en matière de sécurité et de défense. Apparemment, elle n'est toujours pas définie. Il va, comme on l'a dit, par essai et erreur. On va commencer par état de siège, sans même l'avoir planifié au début. Au début, lorsqu'il prenait le pouvoir, parce que la politique pour un président de la République, il l'a définie avant même de prendre le pouvoir. Mais visiblement, c'est à chaque étape qu'il y a des improvisations et que nous avançons comme ça à essai et à erreur. Et quand je dis que parmi les solutions, c'est l'effet de mettre la classe politique et les autres forces vives de la nation à profit pour chaque débat. C'est pour nous une proposition. C'est notre proposition. Si ça ne vous convient pas, on respecte la vôtre autant qu'on vous demande de respecter la nôtre. Mais la notion que vous avez du dialogue, c'est celle-là qui est dangereuse. Parce que pour vous, dialogue renvoie au partage de postes. Quand on dit que la classe politique doit se concerter pour la question de sécurité, ce n'est pas que c'est cette classe politique qui va décider. Dans quel cadre formel? Attendez, madame, je vous relance. Une solution, madame, s'il vous plaît. Oui. Il faut un cadre formel de discussion. Oui. On sait que le seul cadre de discussion pour l'opposition et la majorité, c'est un dialogue sur base de consensus, sur base, je vais dire, de propositions que vous faites et de ce qu'ils vous font. Et à la fin, vous devez avoir quelque chose que vous devez perdre une autre. Mais quand on se pose la question, les cadres formels qui doivent vous unir, Tshisekedi et Fayoulou par exemple, ça doit être quel cadre? Nous parlons tous des dialogues, mais chacun a son entendement pour ce dialogue. Moi, je pense que chaque Congolais, surtout les leaders d'opinion, les personnalités politiques, ils ont chacun une vision pour mettre fin à l'aide du pays, pour mettre fin à l'insécurité alimentaire. Est-ce que vous ne pouvez pas écrire ça, glisser ça chez le président de la République à travers les conseillers? Il s'agit, nous, en tant que force sociale, en tant qu'ASBEL, nous pouvons les faire. Mais les partis politiques ne les feront pas de cette manière-là. Ce n'est pas une volonté qui est propre à moi. Merci. Elle est couchée à l'article 10 de la loi portant statut de l'opposition politique qui dit que pour toutes les questions qui touchent à la vie de la nation, et l'opposition, la majorité, toutes les forces vives doivent se mettre ensemble. Ce n'est pas pour décider, c'est pour se concerter. Il reviendra au président. Attends,
il reviendra au président de la République et au gouvernement de la République d'apprécier des options. Oui, C'est à eux. C'est eux qui gouvernent la République. Mais vous concertez, même dernièrement avec les consultations présidentielles, Merci. il y a eu des propositions qui sont venues de chacune des représentations. Même la réforme des institutions. Mais l'option a été levée par le président de la République. Donc arrêtez de faire croire aux citoyens congolais que c'est concerté, discuter, renvoie au partage de Merci. postes. C'est là est très India dangereux. Force C'est Omari, on va conclure l'édition spéciale d'aujourd'hui avec vous. Conclusion. Merci de m'avoir associé à cette dialectique qui est un peu importante. Je voulais juste vous dire ceci, c'est ma qualité d'analyste stratégique. La décision qui vient d'être prise actuellement, sincèrement, je vais vous dire, je regarde droit La caméra. Oui, c'est une grande erreur Grande erreur. d'ordre stratégique. Et vous allez me poser la question. Pourquoi et comment? Oui, une grande erreur. Pourquoi? Parce que même la personne qui vient de prendre cette décision va les regretter. Le chef de l'État donc. Oui, d'ailleurs, j'ai parcouru quand même certains pays. Regardez ce qui se passe en Irak aujourd'hui. Regardez ce qui se passe au fait Mali, Turquie, tous ces pays qui ont demandé l'intervention des forces extérieures aujourd'hui. On finit par regretter. Pas regretter. Et ça sera la même chose pour la République démocratique du Congo. Il faut me couper cette partie. On finira par publier ça les jours. D'ailleurs, voilà l'objet de mon tweet. Parce que je voulais revenir pour conclure. Voilà l'objet de mon tweet. J'avais prédit que une réunion Renvoyez-moi le tweet de India Omar. Une réunion était en train de s'organiser en Ouganda avec au fait nos amis. Voilà, ça c'est votre au fait du M23. Et Ouganda sait très bien pourquoi il cherche à venir dans notre terrain aujourd'hui. Et au moment où nous sommes en train de vous parler, ça barde aussi au Rwanda. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans 2 ou 3 jours. Écoutez, cher ami, ça s'appelle, ce que l'Ouganda est en train de faire, ça s'appelle ruse ou mal. Il a voulu condamner en 2005 par la Cour internationale de justice. Parce qu'en venant, il va demander la facture à la République démocratique. Voilà. C'est ça que vous oubliez. Il y aura des fonds à allouer. Oui, il va dire que ce n'est pas du gratuit. Ce n'est pas du gratuit. On va le contenu de l'accord. Parce que vous pouvez... Laissez-les conclure. Oui. Laissez-les conclure, monsieur. Il va demander la facture. Voilà. Il n'y a rien pour rien. Les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. C'est le principe des relations internationales. Voilà. Ils sont entrés dans ce pays, ils vont réclamer. Et si c'est qu'on va leur demander si on ne doit pas, écoutez, en partie, on voulait imposer. Pourquoi ne pas leur donner? Parce qu'on doit respecter les accords. Je suis très discipliné. Non, s'il vous plaît. Monsieur Fumtoto, laissez India Omar conclure l'émission. J'étais en train de donner des conseils tout à l'heure à Fumutoto. Il faut laisser, tu es en train d'être de plus en plus... Si les gens ne veulent pas te donner des remarques... Non. Allez-y, monsieur India Omar. C'est très important. Ne déplacez pas le Vous êtes contexte du débat. expert dans ce domaine. Ce qui se passe aujourd'hui, vous me donnerez raison. Je connais bien la géographie militaire de cet endroit-là. Même l'Ouganda. Vous savez, qu'est-ce qui se passe? On a d'abord la multiplicité des commandements. Nous avons les gouverneurs militaires, nous avons l'état-major général, nous avons la zone de défense, oui. Nous avons la région, nous avons le commandement des opérations. Et tous ne se mettent jamais à l'accord. Les gouverneurs étaient Il y a toujours conflit de compétences. Les gouverneurs étaient à Goma et les autres sont à Beni et les autres sont au fait dans d'autres parties. Voilà. Les commandements ne se fait pas, n'est pas un commandement unique. Chacun vient, l'état-major général est aussi là. Étant donné que ces militaires-là dépendent de l'état-major général, il ne prendra jamais une décision à l'encontre de ce qui se passe de l'autre côté. Conséquence? D'abord, sur le plan de commandement, il y a un problème. Donc, l'unicité du commandement n'est pas dans notre armée. Deuxièmement,
Nous avions 16 pays qui tournent tout autour des parcs, plus les groupes armés qui évoluent dans les parcs. Vous savez ce qui se passe. C'est encore problème. Nous avons la MONUSCO. Vous pensez que les gouverneurs là doivent donner les instructions à la MONUSCO? Vous pensez que non, pour l'unicité du commandement. Merci. L'Ouganda doit donner les instructions à la République. Merci, monsieur India. Vous avez terminé. L'unicité du commandement. Vous avez terminé. Je termine. Vous avez terminé. C'est pour cela que non. Vous avez terminé, concluez. Je suis tout à fait d'accord avec Madame Odia qui a parlé. Est-ce qu'il faut encore voir Kabila pour terminer la guerre à l'Est? Non, pourquoi pas? c'est-à-dire Est-ce que lui a besoin, par exemple, d'être Premier ministre ou ça? Oui, terminé. Oui. Non, mais donne-moi 30 secondes. Donne-moi 30 secondes. Attendez. Dans les langues Au Ghana, où nous avons plagié la loi sur les anciens présidents. Au Ghana, il a un secrétariat. Maître Carlos. Je donne 4 secondes, s'il vous plaît. Où est le problème? S'il vous plaît. Je pense que l'idée de la dame, là, je crois que non, le président devait se faire. L'idée de la madame, peut-être elle ne s'est pas bien expliquée. On devait faire recours aux experts. Évidemment. Nous avons encore les chefs d'état-major qui sont comme les Tumba, comme les Wanga, tous ces anciens-là. On peut, dans une opération militaire, comme ça s'est fait en Belgique, tu connais, moi j'ai été au SGRS. C'est pour cela que nous avons créé les CHESD. C'était pour former. En Belgique, il y a 50% des civils et 50% des militaires. Donc, tous ceux qui sont dans l'État ne connaissent pas ce que M. India parle. Mais visiblement. Bien. Mais pourquoi? Merci. Vous avez largement dépassé. Merci beaucoup. Je t'avais dit que non. Pour des questions d'ordre scientifique, c'était important. Je ne peux pas discuter avec à Fumutoto pour des raisons. Non, s'il vous plaît. Bon, moi, je donne le cours des relations internationales à l'université. Merci beaucoup. C'était une très belle émission. Vous devez, s'il vous plaît. Vous devez, ne changez pas. Attendez, ne changez pas. Tu n'as jamais dit ça. S'il vous plaît. Monsieur Fumutoto, monsieur India. Attendez. On conclut l'émission. C'était très bien. On conclut l'émission. Merci beaucoup. Vous savez, quand nous vous invitons, il y a des gens qui vous respectent beaucoup, qui vous aiment beaucoup. Ce que vous dites, en bien comme en mal, il y a des gens, des jeunes qui apprennent ça comme leçon. Demain, l'État peut encore appartenir aux autres personnes. On peut vous faire comme référence. Je veux que nous puissions rester dans les idées. Les petits débats des petits-enfants, ceci, il faut les laisser dans les petits plateaux. Mesdames, messieurs, l'édition spéciale d'aujourd'hui est terminée. Je recevais pour vous Monsieur India Omari Force. Il est du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, le parti de Joseph Kabila Kabange, mais il était ici comme analyste stratégique. Merci d'avoir été les nôtres. Merci à M. Josaphat Moussamba, toujours expert sur ces questions. Merci à Maître Carlos Mopili. Merci à Fumutoto Basanga, l'homme de la troisième voie. Internationaliste de l'université de Kinshasa. Merci beaucoup à Madame Arlette Odia, avocate. Elle est juriste d'abord. Elle a été ici aussi comme experte. Elle a donné son point de vue scientifique. Merci à vous tous qui avez suivi l'émission en ligne, CML 13 Télévision. Le rendez-vous, c'est demain avec d'autres invités à la libre opinion. Un autre invité, parce que la libre opinion, c'est une seule personne. D'ici là, portez-vous bien, l'édition spéciale, certainement, c'est le vendredi encore pour clôturer la semaine. On va les inviter. Je vous rappelle ici, on les invitera encore s'il y aura des questions. Ce sont des scientifiques que vous aviez aimés. On continuera à garder ces forums ici de temps en temps pour venir discuter de questions d'État. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.